Au XIVe siècle, une enceinte fortifiée en forme d'écusson entourait la riche cité mancharde de Montpellier. À sa pointe sud se dressait la tour de la Babote. En remontant sur la droite, on aperçoit la porte de Latte qui menait au port de commerce alors florissant. Continuons le long de l'enceinte est vers l'ancien palais de l'évêque. À côté de la porte de Montpellier s'ouvrait la porte de l'évêque que le prélat empruntait pour accéder directement à son palais. Nous descendons maintenant l'actuelle esplanade vers la porte du Pilat Saint-Gély qui accueillait les pèlerins sur le chemin de Compostelle. En longeant le nord de l'enceinte aux nombreuses tours, on passe devant la porte de la Blanquerie, aujourd'hui rue d'Université, qui menait aux tanneries du Verdanson. Puis, au pied d'une imposante tour d'angle, s'ouvrait la porte du Légacieux, du nom d'une fabrique de suif voisine. Laissons le soleil se déplacer pour admirer l'enceinte ouest dans la lumière du couchant. Nous allons maintenant remonter vers le Pérou. La poterne Saint-Germain permettait aux étudiants de sortir de la ville vers les écoles de grammaire et de droit. Venait ensuite la porte Saint-Jaume, puis la porte du Pérou à l'emplacement de l'actuel Arc de Triomphe. La place du Pérou n'était à cette époque qu'une colline d'où on venait voir la mer à l'horizon. En redescendant vers le sud, nous passons devant la porte Saint-Guillain qui menait à la route de l'Odève, puis la porte de la Sonnerie par laquelle ressortaient les pèlerins sur la route de Compostelle. La porte du Pilat Saint-Gély au nord et la porte de la Sonnerie au sud étaient les deux portes principales de la cité, construites autour du chemin de pèlerinage. Nous voilà revenus à la pointe sud de la tour de la Babote. Cette œuvre a été réalisée au XIIIe siècle par les habitants de la ville consulaire pour affirmer sa puissance et son indépendance.